Regardez, décollage de 7 bombardiers B2 depuis une mousserie. Il est 6 h du matin. Commençons par là, Xavier Titelman. Ça veut dire déjà que la mission avait été validée la veille, c'est-à-dire que dès vendredi, tout le monde le savait à la Maison-Blanche et dans les états-majors. Pour charger ces bombes, ça prend beaucoup de temps. Il y a évidemment le briefing des pilotes, toute la sécurité, la préparation. Tous les hommes également le savent sur le terrain. Il y a une préparation de la bulle de protection. On sait qu'il y a des avions de chasse qui sont certainement en vol aussi. Quand les avions vont voler, donc de 6 h du matin, effectivement, ils sont tellement lourds avec ces 2 bombes de 12 tonnes et demie chacune qui décollent quasiment sans aucun carburant, et dès le début, ils décollent et ils doivent être ravitaillés, et ils vont être accompagnés comme ça par différents ravitailleurs pour les mener des États-Unis continentaux, pour traverser la moitié de la Terre. Ils arrivent à minuit dans l'espace aérien. Attendez, vous allez trop vite, parce qu'entre-temps, samedi 23 h, ce sont les tirs de diversion, c'est-à-dire pour leurrer les Iraniens, les sous-marins tirent des Tomahawks. Oui, pas seulement de diversion, hein. Ils ont des objectifs, hein. Ils ne tirent pas en l'air pour faire un feu d'artifice, ils visent des cibles, dont certaines sont des cibles balistiques ou nucléaires, mais de deuxième rang. Par ailleurs, ces avions ne vont pas directement de Whiteman en Iran. Ils font semblant de passer par Guam. Où une partie des avions, puisqu'il y en a un peu plus que 7 dans cette affaire, font semblant de s'arrêter alors que d'autres repartent directement. Et nous avons été leurrés. Nous avons été leurrés puisqu'on a tous répété ça en boucle. Et l'enfumage fait partie des opérations militaires. Hein. Je rappelle que c'est 125 avions cette opération. Hein. C'est pas 6 plus 1 B2. B2A Spirit, parce que c'est une catégorie particulière de B2, mais dans cette affaire, c'est 125 appareils mobilisés pour l'ensemble de l'opération. Comme le disait très bien M. Titelman, c'est une immense organisation qui a nécessité des mois de préparation hypothétique et au moins 24-48 heures, on va peut-être se laisser un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de ravitaillement et beaucoup d'opérations à la fois d'enfumage, et puis surtout il y a une première vague qui masque les choses, suivie d'une vague de protection, suivie d'une deuxième vague qui va finir certains sites aussi. Donc c'est un très très gros déploiement, c'est le plus gros déploiement aérien américain depuis la guerre du Golfe, je pense en quantité, mais c'est ça sous votre contrôle. En même temps, c'est tout à fait possible. Continuons le film. C'est vrai qu'il y a eu cette opération avec ces avions furtifs, mais est-ce que ça aurait été possible sans la destruction au préalable des Israéliens sur les défenses aériennes? Le B2, oui. En l'occurrence, c'est le seul qui peut vraiment violer tous les espaces aériens du monde sans être détecté. On se souvient par exemple que dans la guerre d'Afghanistan, les Américains avaient pu rentrer sur l'Afghanistan pour bombarder aussi avec des grosses bombes à l'époque, sans demander l'avis du Pakistan. Tout simplement parce que cet avion, il ne peut pas être détecté par les radars classiques. Il y a certains radars en bande U, donc c'est très particulier, qui ont déjà été détruits par les Israéliens par le passé, mais même les Iraniens, a priori, ils n'étaient pas capables de le détecter, même si les Israéliens n'avaient pas fait leur campagne préalable. Un mot sur l'avion, vous qui êtes un franco-français, franchouillard, assumé, souverainiste, enfin vous avez la totale, vous n'aimez que le Rafale, mais il n'y a pas que le Rafale dans la vie. Regardez, cet avion-là, il a été un peu imité du Faucon, je crois, le vol du Faucon, la pénétration dans l'air, c'est une machine pour tuer, évidemment, ça c'est le côté, mais c'est une machine de guerre extrêmement perfectionnée. Non, d'un point de vue aéronautique, c'est extraordinaire. C'est la quintessence de ce qui se fait de mieux de la fin de la guerre froide des années 90. Il a été développé justement pour leurrer toutes les défenses aériennes soviétiques qui, à l'époque, étaient évidemment la menace principale. À la fin de l'URSS, comme il n'y avait plus d'ennemis en face, plutôt que d'en acheter une centaine, ils en ont commandé que 21, ce qui fait que le coût unitaire de chacun de ces avions est au-delà de 2 milliards d'euros avec une maintenance incroyable. Il est tellement fin. Alors, on voit sa forme qui est très particulière. Les ondes ne vont pas rebondir vers le radar qui est en train d'émettre, et même le radar, ça absorbe les ondes. Les particules, les ondes vont être piégées à l'intérieur de la peinture, donc la peinture coûte quasiment 40 000 $ le litre, et il ne peut pas se poser en dehors de certaines bases dans lesquelles il vit sous une atmosphère confinée, donc c'est un avion qui est absolument incroyable technologiquement. Et cet avion, il a un successeur potentiel, le B-21, qui est la version encore plus développée de celui-ci, qui coûtera probablement aussi cher, voire même plus, mais où là on devrait avoir probablement une commande plus importante. Continuons le film. Ce qui est intéressant, c'est que les avions, les bombardiers ont été utilisés notamment sur les sites de Fordo et de Natanz, mais que pour le site d'Ispahan, ce sont les Tomahawks notamment. Oui, parce qu'il n'est pas surprotégé, il n'est pas très profond. En fait, on a parlé des 3 sites les plus importants, 2 qui sont très très protégés. Natanz, qui est le plus ancien, mais qui est très profond et qui est probablement, où il y a un puits. Donc là, on est plutôt, et 2 bombes ont suffi. Fordo, qui est le plus compliqué parce qu'il est dans cette logique. Et d'ailleurs, vous voyez bien que la partie très blanche du site de Fordo est celle qui n'a pas été la plus détruite, c'est la plus visible, mais c'est pas la plus importante. Quand on voit ces images satellites avec notamment les 6 différents cratères autour
autour de Fordo, sur la centrale de Fordo. Tout à l'heure, le général Kempf nous disait ça a été la surface qui a été touchée. C'est possible ça ? Ce qui est visible en surface, c'est pas gigantesque, mais en réalité, c'est bon, il faut comprendre. Oui. Par leur simple poids, elles font 12 tonnes et demie, elles sont larguées d'une très très haute altitude, elles vont passer le mur du son. Elles sont avec une tête qui est surdurcie. Donc simplement avec cette force et cette vitesse, cette inertie, elles vont s'enfoncer dans certains types de matériaux de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Dites-nous, vous avez l'habitude de lire les images, je ne sais pas si on peut voir l'image d'avant, où on voit la taille des trous, c'est-à-dire à cette distance-là, si j'ose dire. Regardez, c'est ces trous-là en haut à gauche. Ces 3 trous, c'est quoi ? C'est quelle largeur ? Dizaines de mètres. Plusieurs dizaines de mètres. Mais après, un trou fait plusieurs dizaines de mètres, mais c'est aussi en profondeur derrière. Et si effectivement leur explosion permet de toucher la cavité qu'on essaie de détruire, tous les équipements électriques, la surpression va faire exploser tout ce qui est en dessous. Et là, pardon, ils tirent à l'aveugle ou les Américains ont une connaissance si aiguë de ce qu'il y a en dessous qu'ils savent exactement qu'il y a tel ou tel salle. Les Américains, non. Les Israéliens, oui. Personne ne sait très bien si l'opération a réussi à 50%, à 80% ou à 100%. Non, alors, il n'y a pas de possibilité pour l'instant. Certainement que les Iraniens ont du monde sur place. Et si les Iraniens le savent, certainement que les Israéliens le savent. Et donc les Américains derrière. Nous, non. Il y a une possibilité d'avoir, avec certains types de satellites qui ont des radars, ils peuvent voir si le sol s'est enfoncé de 2 cm. Ce qui veut dire, après des calculs savants, que ça s'est peut-être un peu effondré en dessous. Mais on n'a pas réellement la compréhension de savoir si ces caves souterraines sont réellement détruites. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un scan qui permet, on voit l'histoire de la champignon, est-ce qu'il y a des scanners qui permettent, des radars, de voir vraiment 80 mètres sous terre ? Non, il y a des ondes gravitationnelles qui sont appelées, parce qu'en fait elles vont traverser toute la Terre et on voit s'il y a des espaces, mais savoir si l'espace est encore intact ou pas, à ma connaissance, c'est pas possible. On sait simplement s'il y a une cave. C'est utilisé pour les pyramides d'Égypte par exemple, donc on savait détecter les caves de cette manière-là. Maintenant, savoir quel est son état, on peut pas le savoir. Reprenons le film exactement des événements. On en était resté à, il est minuit et quelques, et ils sont dans l'espace aérien. Je ne sais pas si on peut remettre la petite frise des événements. Et à minuit 40, c'est le feu. Voilà. 14 bombes sur Fordo et Natanz. Enfin, 6 x 2 et 1 x 2. Là, un mot sur l'ampleur du feu, ce que représente ce déluge de feu. Alors, on peut imaginer qu'on puisse faire plus, mais pas avec des bombes uniques à forte pénétration. On pourrait larguer une grande quantité d'armes, par exemple des dizaines et dizaines de bombes d'1 tonne. Ça, c'est faisable également, mais vous n'allez pas avoir la possibilité de frapper en profondeur. Ce qu'on a vu sur certains de ces sites, comme Natanz, effectivement, comme les infrastructures sont à l'air libre, les missiles de croisière Tomahawk tirés par les frégates ou par les sous-marins étaient capables de les traiter. Donc en fait, c'est pas le tonnage total qui compte réellement. D'ailleurs, ces bombes, elles font 12 tonnes, mais vous avez même pas un tiers de cette masse qui est un explosif. La totalité, en fait, c'est pour aller en profondeur. Mais le volume, la capacité de pénétration, la capacité de frapper et de faire des opérations improbables à l'autre bout du monde en une journée, sans préavis, sans qu'on soit capable de les détecter, ça évidemment, c'est la puissance américaine qui s'exprime autant que possible, et aucun autre pays dans le monde n'est capable de réaliser quelque chose d'aussi performant et efficace. Pour tuer Nasrallah, le patron du Hezbollah, il a fallu 80 bombes larguées sur le même endroit par des vagues successives d'appareils pour arriver à aller au plus profond de ce qui était possible, c'est-à-dire aux alentours de 30-40 mètres, dit-on, et c'est ce qui a permis d'ensevelir dans son bunker le patron du Hezbollah. Mais ça, c'était avec des bombes américaines, mais des avions israéliens. On apprend plus sur les coulisses de cette opération via le média Axios ce soir, qui révèle qu'à la demande de l'administration Trump, l'armée de l'air israélienne a détruit plusieurs systèmes de défense aérienne iraniens dans les 48 heures précédant la frappe américaine sur l'installation nucléaire iranienne de Fordo. Et puis, à la demande de Trump, a été adressée directement à Netanyahou la semaine dernière. Élément important, après que le président ait décidé qu'il procéderait à une frappe militaire sur les installations nucléaires iraniennes, à moins qu'une opportunité diplomatique ne se présente. Les États-Unis ont ensuite fourni à Israël une liste de systèmes de défense aérienne qu'ils souhaitaient éliminer avant la frappe. Et Netanyahou et le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, ont eu un appel avec le vice-président Vance et le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, pour poursuivre la coordination. Visiblement, les Israéliens ont
bien nettoyé le terrain. Tous les jours, il y a une centaine de frappes israéliennes, surtout d'abord des lanceurs de missiles mobiles, des systèmes de défense anti-aérienne, des sites des gardiens de la Révolution, des sites de fabrication de missiles, et l'armée de l'air, des scientifiques qui auraient échappé, une partie d'ailleurs s'est enfuie en Russie par l'un des vols urgents qui ont évacué les derniers responsables scientifiques iraniens sont partis à Moscou. Quelques Russes aussi d'ailleurs, mais cela était à Boucher, c'est sur une autre affaire. La centrale de Boucher elle-même a, semble-t-il, été vaguement touchée, alors pas la centrale en tant que telle, mais ce qu'il y a autour. Le port, ils disent. Oui, mais il y a des petits dépôts de choses diverses, hein. Vous savez, c'est un port, il y a toujours beaucoup de choses qui passent. Donc ces opérations sont menées tout le temps. Par contre, les Américains ont dû dire, dans le cadre de notre couloir de tir, on a besoin d'être particulièrement sûr mais c'est noyé dans l'intégralité des frappes israéliennes sur l'Iran. C'est des courses spécifiques, mais dans le cadre de la visite au supermarché. Quand on regarde la carte, parce que les Américains ont dans la région 40 000 hommes, ils ont en plus leurs 3 porte-avions, ils ont dans le détroit d'Ormuz des points extrêmement sensibles. Xavier Titelman, où les Iraniens auraient-ils les moyens de frapper en représailles ? Alors, pour Israël, il faut quand même des missiles qui ont à 1500 km de distance, donc c'est beaucoup plus compliqué à obtenir. Mais sur toutes les bases que vous voyez juste au sud, une partie ont été évacuées effectivement par les Américains en préalable parce qu'ils se doutaient bien qu'il y aurait des rétorsions. Donc ils ont regroupé leurs forces sur une quantité de bases plus réduite, mais qui sont censées être mieux protégées parce qu'il y a des systèmes d'interception THAAD, Patriot et encore des systèmes en plus basse couche. Donc logiquement, les Iraniens, s'ils commencent à taper sur n'importe quelle de ces bases dans lesquelles ils sauraient qu'il reste des chasseurs américains, ça veut dire que derrière, il y a non seulement les États-Unis qui vont essayer de répondre, c'est logique, mais aussi le pays concerné. Ces pays, si jamais eux-mêmes étaient bombardés, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats, pourraient eux-mêmes aussi participer aux opérations pour détruire les sites de lancement de ces missiles. Puisqu'encore une fois, ça fait des décennies que ces pays subissent ce terrorisme d'origine iranienne, que ce soit sur les infrastructures pétrolières, que ce soit la Syrie, etc. Ils voudraient tous aussi peut-être se venger aujourd'hui. Les Iraniens vont essayer de se venger potentiellement sur les Américains. Vous dites qu'il ne faut pas être trop rationnel. Donc ils vont tenter, même si c'est très dangereux pour eux. Alors on voit ici leurs porte-avions, il y a les bases, ils ont des bases au Qatar. Quoi ? Où est-ce que Qatar, non. Porte-avions, c'est trop compliqué. Techniquement, ils n'ont pas les systèmes. C'est pas avec un missile balistique que vous tapez sur une cible qui se déplace. Le Qatar, effectivement, c'est des pays qui ne sont pas tellement opposés à eux. Donc évidemment, un pays qui n'aurait pas beaucoup de moyens militaires pour répondre, ce serait éventuellement l'Irak. Les Émirats ont une grosse flotte, ils participeraient, mais peut-être quand même les Émirats qui ont déjà subi des attaques de la part de l'Iran. L'Arabie Saoudite, ça m'étonnerait parce qu'ils essaient de faire semblant qu'ils sont plus ou moins rabibochés. Netanyahou est en train, d'ailleurs, il est en train de reconquérir des parts de marché selon tous les sondages. Il a tué ou mutilé 1500 terroristes du Hezbollah. Et il frappe le Hamas, avec en plus beaucoup de victimes civiles innocentes par ailleurs à Gaza. Il a tué Agné, il a tué tant, etc. Et maintenant, avec son allié Trump, il réussit ce coup. De fait, il est en train d'accumuler, de son point de vue, des victoires. Militairement, c'est évidemment un succès et c'est l'aboutissement de décennies d'efforts et de préparation. Donc là, on est sur la pointe du diamant. Politiquement, je ne pense pas qu'il décide ça d'une manière politique pour que ça lui corresponde au moment où il était bas dans les sondages. Il y a la réalité que l'attaque du 7 octobre a ouvert, on va dire, la boîte de Pandore israélienne qui leur permet de passer à l'acte, alors que jusque-là, ils étaient plutôt sur une position attentiste pour ne pas être accusés, justement, de dégrader la situation. Ayant été attaqués, ils ont pu se permettre de faire tous ces coups les uns derrière les autres, mais c'est bien la preuve qu'ils les préparaient et qu'ils étaient prêts à les conduire. L'histoire du Hezbollah avec les beepers, c'est 8 ans de préparation. Ce ciblage, on connaît quand même depuis très longtemps qu'il était préparé parce que les sites, évidemment, ils sont connus et les mots, ils sont préparés. La coordination avec les Américains, certes, ils prétendent qu'ils ne sont pas engagés, mais bon, ils ont quand même ouvert le passage pour que les Américains puissent venir. Donc il y a quand même une accumulation de faisceaux qui font qu'aujourd'hui, Israël est tout puissant dans la zone. Les autres pays autour sont soit affaiblis, soit renversés, soit non plus d'armée. Donc aujourd'hui, là, c'est open bar maintenant. On apprend à l'instant que l'armée de l'air israélienne bombarde actuellement des sites d'infrastructures militaires à Téhéran et dans l'ouest de l'Iran. Donc, Netanyahou continue. Il mène une campagne de bombardement qui n'est pas prêt de s'arrêter. Mais moi, je dis 30, 45, 60 jours, c'est un temps normal, étant donné la capacité de frappe d'Israël tous les jours. Si les Américains s'y mettent au jeu, effectivement, ils peuvent doubler, tripler le volume, donc peut-être que ce sera plus court. Mais là, on est parti jusqu'au mois de juillet au moins.
Quel est selon vous le risque du chaos? C'est le mot qu'avait utilisé le président de la République quand il a dit si on va jusqu'au changement de régime par la force, ce sera le chaos. Le risque de l'incontrôlable. Beaucoup disent rappelez-vous 2003, rappelez-vous la guerre d'Irak. On sait comment on commence une guerre, on ne sait pas comment on la continue. Il est clair que si on se limite à des opérations militaires très limitées sur des infrastructures critiques liées au nucléaire, ça implique pas un effondrement du régime. Par contre, on a vu Israël a commencé à taper aussi des structures qui permettent d'empêcher une rébellion de se faire jour, que ce soit même la télé d'État, la radio, la police, télé, la radio, que ce soit les gardiens de la révolution. Donc finalement, si aujourd'hui on avait une révolution ou un début de révolution comme il y a 2 ans avec les femmes, etc., qui voulaient se faire jour, peut-être que militairement ils seraient aidés, mais un renversement, tuer l'ayatollah Khomeini en espérant que ça aboutisse à quelque chose de plus favorable à Israël, ça évidemment, c'est ça la position française, ça provoquerait du chaos, tout comme ça a été le chaos partout. Les Afghans, après 20 ans de présence américaine et des trillions de dollars engagés, c'est de nouveau les talibans qui sont présents. Mais Isabelle Lasserre, qui était tout à l'heure sur ce plateau, a échangé avec des diplomates européens qui lui ont dit on préfère les dictateurs qu'on connaît plutôt que le chaos total. Est-ce qu'il y a une certaine frilosité également sur les changements de régime? Non, mais tout le monde préfère les dictateurs qu'on connaît à ceux qu'on ne connaît pas, parce que c'est toujours comme ça. Tout le monde est très habitué à avoir un mode de dialogue et de discussion avec des gens qui sont là depuis longtemps, qui disposent de la force armée, et puis quand il y a un renversement ou un bouleversement, soit on a un remplaçant, la vie est belle. Un autre dictateur remplace un dictateur. Il a donné sa liste. Khamenei a donné déjà sa liste pour les successeurs. Non, il a transmis au Conseil des gardiens tous les pouvoirs au cas où. Donc il a déjà anticipé. Et il y a un Conseil des gardiens, un Conseil de discernement. Le régime de la République islamique d'Iran est assez structuré. Le seul dont on peut penser qu'il ne sera pas son successeur, c'est le président de la République islamique d'Iran, qui ressemble à peu près à un président de 4e République en France, mais qui au moins a été élu et qui était légèrement moins radical que les autres. C'est toujours très compliqué en Iran de trouver un radical ou un moins radical que d'autres, parce qu'en général ils sont en prison ou en exil, mais au moins il a été élu dans une configuration qui était inattendue après la mort du précédent président, qui était le successeur que Khamenei voulait avec son fils. Là, la difficulté, elle est qu'il n'y a pas, pour l'instant, d'opposition structurée ni d'opposant légitime pour prendre le pouvoir. Ce qu'il faut juste comprendre aussi, c'est qu'on n'a pas envie d'avoir les Afghans, l'équivalent des talibans, en Iran, qui auraient des missiles qui ont 4000 km de portée, qui peuvent toucher la France. Il ne faut pas oublier les Shahab 3, Shahab 4, tous les missiles, on est à portée. C'est pour ça que d'avoir des groupes éventuellement qui pourraient récupérer une partie de ces missiles, en tirer quelques-uns, y compris sur la France, qui n'a pas la capacité de se protéger comme Israël, c'est ça qu'on a peur. Et c'est effectivement pour ça qu'on a peut-être la crainte d'avoir un effondrement du pays.